118e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu veux avoir de moi des lettres plus fréquentes? Apurons nos comptes, tu resteras débiteur. Il était convenu que tu commencerais. Tu devais m'écrire et moi te répondre. Mais je ne serai pas exigeant. Le placement est bon, je le sais. Je paierai donc d'avance et je ne ferai pas ce que Cicéron, qui aime les mots, demande à Atticus. Même si tu n'as rien à me dire, écrit-il, écris tout ce qui te passe par la tête. Je ne serai jamais à court de matière, dussé-je laisser de côté tous ces détails qui remplissent la correspondance de Cicéron. Quel candidat est en mauvaise posture, qui se fait épauler, qui mène la lutte tout seul, qui fonde sa chance sur César, qui sur Pompée, qui sur son coffre-fort, tout l'égoïsme de l'usurier Cécilius, dont ses proches ne sauraient tirer un écu à moins de 12% d'intérêt. Bon, portons la main sur nos mots plutôt que sur ceux d'autrui, sondons les replis de notre moi. Considérons qu'il est candidat à 1000 choses et ne l'appuyons pas. L'idéal, cher Lucilius, la sécurité, la liberté, c'est de n'être candidat à rien et de traverser sans s'arrêter les assemblées électorales de la fortune. Imagines-tu le plaisir que c'est les jours d'élection, pendant que les candidats sont juchés sur leurs estrades, que l'un fait savoir le montant de ses bakchiches, que l'autre annonce la somme qu'il a consignée pour cela, qu'un troisième use sa bouche à baiser des mains qu'une fois élu il refuserait de serrer, et que tous attendent que le résultat du vote soit proclamé, d'être là sans rien faire à regarder cette foire sans rien acheter ni vendre. Combien plus grande encore est la joie de celui qui regarde sans souci non plus des élections de prêteurs ou de consuls, mais les immenses élections où chacun sollicite son lot particulier, honneurs annuels, perpétuels pouvoirs, guerres heureuses et triomphes, richesses, mariages et lignées, santé pour soi et les siens. Quelle hauteur d'âme n'y a-t-il pas à être le seul qui ne sollicite rien, n'implore personne et peut dire « Qu'ai-je à démêler avec toi, fortune ? Je ne m'abandonne pas à ta merci. Je sais que chez toi ce sont les Catons qui sont battus et les Vatinius qui sont élus. Moi, je ne brigue rien. Voilà qui s'appelle détrôner la fortune. » Nous sommes, je pense, bien fondés à échanger nos idées sur ce point, à déblayer une matière sans cesse renouvelée quand nous voyons autour de nous dans le trouble de tant de milliers de nos semblables qui, poursuivant quelque néfaste aubaine, s'acheminent de misère en misère vers leur but misérable, en quête de ce dont ils ne pourront bientôt que se détourner ou même éprouver le dégoût. Est-il un homme, en effet, qui, après la réussite, se soit jamais contenté d'un succès qu'il estimait trop beau pour lui dans la période du désir? La prospérité n'a pas, comme pense l'homme en ses appétits, une belle hauteur, mais très petite. C'est pourquoi elle ne satisfait personne. Tu crois fort élever ces objets où tu aspires, parce que tu rampes loin d'eux. Mais pour qui arrive auprès, ils sont bien bas. Ou je me trompe fort, ou cet homme cherche à monter encore. Ce que tu prends toi pour un sommet n'est qu'un palier pour lui. Nous souffrons tous du même mal, l'ignorance du vrai. Sur la foi de rumeurs mensongères, on se laisse emporter vers ce qu'on prend pour le bonheur, et puis des mots réels, des profits irréels, ou bien au-dessus de ce que l'on aura escompté, voilà, l'objet une fois atteint après maintes et maintes épreuves, l'évident résultat. Cependant la masse admire ce qui de loin lui en impose. Ce sont les choses paraissant bonnes ou vulgaires qui passent pour considérables. Afin de n'avoir pas nous-mêmes un pareil sort, cherchons la définition du vrai bien. Elle varie, chacun apportant sa formule. Quelques-uns le définissent ainsi, le bien c'est ce qui attire l'âme et l'appelle à soi. L'on objecte aussitôt, s'il nous attire en effet, mais pour notre perte. Tu sais la puissance de séduction que possède le mal si souvent. Le vrai et l'apparence du vrai ne sont pas la même chose. Donc, le bien est inséparable du vrai,
car il n'est pas le bien s'il n'est pas vrai. Mais ce qui attire et séduit peut n'être qu'apparence, qui s'insinue, qui s'engage, qui attire. Alors une autre définition. Le bien est ce qui fait naître le désir de soi, ou encore provoque l'élan de l'âme qui tend alors vers lui. Même objection. Cet élan de l'âme est provoqué par des objets dont la poursuite ne peut que faire le malheur du poursuivant. Une autre définition qui vaudrait mieux. Le bien est ce qui provoque l'élan de l'âme vers lui-même conformément à la nature, et qui ne doit être recherché que lorsqu'il s'est révélé tout à fait désirable. Dès maintenant, alors, Lucilius, il implique l'honnête, car l'honnête est ce qui est parfaitement désirable. Ce qui me fait penser à te dire, quelle est la différence entre le bien et l'honnête? Ils se recoupent en partie et sont inséparables. Il ne peut exister de bonheur qui n'enveloppe quelque moralité, et la moralité est en tous les cas un bonheur. En quoi diffère-t-il donc? La moralité est le bonheur parfait qui suffit à produire une vie heureuse et qui transforme en bien d'autres choses quand elles sont en contact avec elle. Voici ce que je veux dire. Certaines choses ne sont ni des biens ni des maux. La carrière militaire, une mission diplomatique, la fonction du juge. Si l'on remplit ces charges conformément à la moralité, elles deviennent des biens. Elles passent de la neutralité, de l'indifférence, à l'état de bien. Le bien devient tel par association avec l'honnête. À lui seul, l'honnête est un bien. Le bien découle de l'honnête. L'honnête est à lui-même sa source. Ce qui est un bien aurait pu être un mal. Ce qui est honnête ne pouvait être que bien. D'autres ont émis cette définition. Le bien, c'est ce qui est selon la nature. Suis mon propos, Lucilius. Ce qui est bien est selon la nature. Ce qui est selon la nature n'est pas du même coup et nécessairement un bien. Bon nombre de choses conformes à la nature sont de si mince importance que le nom de bien ne leur convient pas. Ce sont des riens, des choses méprisables. Le bien n'est jamais insignifiant ou méprisable. Au contraire. En effet, tant que c'est trop peu de choses, ce n'est pas un bien. Lorsqu'il commence à y avoir un bien, ce n'est plus peu de choses. À quel signe reconnaît-on vraiment le bien? S'il est parfaitement conforme à la nature. Tu déclares, me dit-on, que ce qui est bien est selon la nature, c'est là sa caractéristique. Tu déclares aussi qu'il y a d'autres objets conformes en vérité à la nature, mais qui ne sont pas des biens. Comment alors l'un est-il bien, les autres ne l'étant pas? Comment revêt-il un caractère différent alors que se manifeste également des deux parts le privilège d'être selon la nature? Évidemment, Lucilius, je te répondrai, de par sa grandeur même. En effet, ce n'est pas chose extraordinaire qu'on voit des êtres changés par l'effet de la croissance. C'était un nouveau-né, le voilà homme. La caractéristique en lui est différente, car celui-là n'a pas la raison, celui-ci est raisonnable. Il est des choses par qui leur accroissement aboutissent non seulement à une taille plus élevée, mais à un autre état. On objecte. Accroissement de taille n'est point changement d'état. Qu'on remplisse de vin une bouteille ou une jarre, il n'importe, en l'une comme en l'autre, il subsiste la caractéristique du vin. Soit une quantité réduite de miel ou une quantité plus grande, nulle différence pour la saveur. Certes, vos exemples sont sans rapport avec la question. Dans les deux, la qualité est constante. Augmentez à votre gré la quantité, la qualité demeure-t-elle? Certaines choses, en s'amplifiant, gardent jusqu'au bout leur nature et leur caractère spécifique. Certaines autres, après de multiples accroissements, ne sont transformées que par l'adjonction même. Et la nouveauté de leur état, différent de celui qui fut le leur, est la marque de cette évolution. Une seule pierre fait la voûte.
celle qui est venue comme un coin entre les voussoirs obliques qui la flanquent et s'intercalent, les unit. Pourquoi la jonction finale produit-elle, malgré l'exiguïté de l'apport, un si grand effet? C'est qu'elle n'amplifie pas, elle complète. Certaines choses par la progression dépouillent leur forme première pour revêtir une forme nouvelle. Quand la pensée s'est longtemps attachée à reculer les bornes d'un objet, quand elle s'est fatiguée à s'en suivre l'extension, voilà que cet objet prend un nom nouveau, l'infini. Il est devenu tout autre qu'il n'était lorsqu'il apparaissait grand, mais fini. Pareillement, nous songeâmes à une substance difficile à diviser. À la fin, la difficulté croissante nous a fait découvrir l'insécable. Ainsi, d'un corps mu malaisément, péniblement, nous sommes passés par degrés successifs à l'immobile. Par le même raisonnement, une chose était selon la nature, eh bien sa grandeur l'a fait passer à un nouvel état caractéristique et en a fait un bien.